démarrer cette journée avec vous par l'organisation de la première table ronde, où à l'intention sur la proposition d'Alain Toledano, on va démarrer à partir du terrain et à partir justement de l'expérience patient, des besoins quand on est patient, de l'expérience aussi d'un centre antidouleur qui a été pionnier dans l'intégration de la médecine intégrative et de la santé intégrative. Et puis ensuite, avec un autre intervenant, nous irons du côté de l'organisation de la pluridisciplinarité qui est essentielle quand on parle de santé intégrative. Alors la santé intégrative, elle va être abordée tout le long de la journée, à partir de ces expériences de terrain, à partir de la recherche, à partir de différentes recherches, que ce soit en sciences humaines, que ce soit en médecine, mais aussi une réflexion sur l'organisation de la pluridisciplinarité. Alors, cette première table ronde, comme disait Alain, la réflexion se fait comme on le fait en santé intégrative à l'Institut Raphaël, dans notre association United, qui travaille sur différents territoires, qui rassemble des patients, qui rassemble des médecins, des entreprises, des mutuelles, pour une réflexion comment on peut y aller ensemble et comment on peut travailler ensemble dans ce cadre de la santé intégrative, en mettant, comme disait Alain, le patient au centre, mais on va même un petit peu plus loin, on le met dans la ronde avec nous, comme maintenant sur cette table ronde, le patient, l'usager aussi de la santé intégrative, parce que c'est côté patient, c'est à la fois le soin, mais aussi la prévention. Le patient va faire partie aussi de la réflexion, va faire aussi partie des décisions qui vont se mettre en place pour les parcours de santé intégrative et pour l'organisation dans les structures. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Marie Balayer qui va évoquer son expérience patient de la santé intégrative, puis Isabelle Nègre, le docteur Isabelle Nègre qui dirige le centre antidouleur du Crémant Bicêtre et puis qui coordonne avec nous le diplôme universitaire de santé intégrative et qui est une pionnière dans le domaine de la santé intégrative. Et elle abordera avec vous un modèle. On a un temps serré, il faut être très synthétique, mais ça va vous donner déjà une idée de comment, d'un point de vue médical et dans un service transversal comme un centre antidouleur, on peut intégrer justement la santé intégrative. Et puis Éric Mion qui abordera le côté essentiel de l'organisation de la pluridisciplinarité à travers la direction de la CPTS du 8e arrondissement. Les pharmaciens également et dirige la pharmacie de l'Europe rue d'Amsterdam. La santé intégrative, pour terminer et avant de laisser la parole, c'est à la fois l'intégration de pratiques complémentaires, sécurisées, mais c'est aussi l'organisation de la pluridisciplinarité, parce que pas évident pour un patient ou un professionnel de savoir où aller, qui contacter, est-ce que c'est sécure, est-ce que c'est dans un cadre légal, scientifique. Donc c'est l'organisation de cette pluridisciplinarité et puis c'est mettre le patient dans la ronde et la relation thérapeutique en avant. Aucune de ces pratiques ne peut être mise en avant si elle n'est pas un support relationnel. Et donc ça, c'est vraiment le triptyque de la santé intégrative qu'on va aborder avec vous ce matin dans cette première table ronde. Marie. Bonjour. D'abord, je commencerai par vous dire que je suis très honorée d'être là parmi vous. Merci de me permettre d'être là pour témoigner de mon parcours qui s'inscrit dans cette table ronde sur la santé intégrative en pratique clinique. Je suis très émue, donc j'espère que ça va un peu s'estomper. Voilà. Alors tout commence, donc vous allez comprendre aussi pourquoi toute cette émotion. Tout commence par le diagnostic d'un cancer des glandes cellulaires, carcinome épidermoïde, fin avril 2016, la veille 2051. Je suis professeure d'espagnol. Donc ça a aussi un impact important, j'en reparlerai après.
Donc après le choc de la nouvelle, je me suis tournée très naturellement, très vite, vers la méditation, qu'une amie me proposait depuis longtemps, mais je ne prenais pas le temps évidemment d'entrer dans cette pratique. Et je suis allée voir aussi mon ostéopathe, car j'étais vraiment consciente de l'importance de préparer et mon corps et mon esprit à cette opération. J'avais besoin d'arriver avec de l'énergie, mais aussi de la confiance. Voilà. Donc, une pelvique de septum gauche plus un chlorage cervical gauche furent réalisés, donc le 24 mai. Les suites post-opératoires à l'hôpital furent difficiles. Ne plus pouvoir parler, m'alimenter, respirer avec difficulté à cause, entre autres, d'une sonde gastrique, passer par le nez. Ce sont des choses sur lesquelles les antidouleurs ne pouvaient pas agir. Et la rééducation et la relaxation m'ont là encore accompagné et aidé à apaiser, voilà, à m'apaiser comme les antidouleurs apaisaient mes douleurs. Je suis sortie de l'hôpital quelques jours plus tard avec une prescription d'antidouleurs. Donc, heureuse et soulagée, bien sûr, de la réussite de l'opération. Pas de radiothérapie, pas de chimiothérapie, j'en étais consciente, chanceuse. Cependant, les difficultés d'élocution, d'articulation, d'alimentation, les douleurs majorées par la prise de parole étaient là, mais ça me semblait normal, et c'était normal. Ça faisait partie voilà, des conséquences de cette ablation, de cette opération, et il fallait que je sois patiente. Et puis le temps a passé. Des mois, quelques semaines, des mois. Et oui, j'ai eu à 3 reprises une réintervention sur une brique qui s'est déformée entre la langue et le plancher buccal. Oui, j'ai été suivie par mon médecin traitant par rapport en fait aux arrêts maladie et aux antidouleurs. Mais en fait, j'étais seule. Voilà. Je me suis rendu compte que je n'avais pas d'interlocuteur, que le rôle de ma famille et de mes amis, c'était bien sûr d'être là, mais ils ne pourraient pas compenser ce besoin finalement de m'adresser à des spécialistes et de faire part de ce que je vivais. Et donc, je me suis tournée vers ma psychiatre, une psychiatre, Dr Benoît, qui m'avait déjà suivi pour une psychothérapie quelques années auparavant. Et là, tout a recommencé en fait. C'est comme si j'avais eu une période comme ça, transitoire, et j'ai pu parler de ce qui m'arrivait, de prendre conscience que ma vie avait explosé. Pour ne parler que de ma vie professionnelle, vous imaginez l'impact sur mes possibilités de pouvoir de nouveau enseigner, prof d'espagnol, prof de ma langue maternelle, la transmission de cette culture, enfin tout ça, le contact avec les élèves, était au cœur de ma vie, et voilà. Et la communication avec les autres aussi, puisque la prise de parole était très compliquée. Et ma psychothérapeute a été la pierre angulaire. Ça a été le début, elle m'a redonné la parole. Et c'était un médecin, psychiatre, médecin, très ouverte aux thérapies complémentaires que j'avais en fait oubliées, alors qu'elles étaient là au départ, mais là je les avais un peu oubliées. Et nous avons cherché ensemble des moyens de nous sortir de ces douleurs qui envahissaient ma vie. Ne plus subir, être actrice, me donner les moyens de pouvoir enseigner de nouveau. Outre la méditation que je continue à pratiquer, mon premier pas vers la santé intégrative dans cet état post-opératoire a été l'acupuncture. Vers avril 2017, donc un an après, acupuncteur conseillé par ma psychothérapeute. Et là, je ne vais pas faire la même chose pour tous les thérapeutes qui m'ont suivi, mais voilà, c'était mon premier contact avec quelqu'un, donc un thérapeute qui, dès le départ, en fait, la première chose, c'était le temps qu'il a pris de m'écouter. Voilà, d'écoute, l'échange, dire
attentes avant de poser un diagnostic en prenant mes coups. Et donc, et surtout, alors, donc cette parole est très importante dès le départ, et surtout, dans toutes les étapes, on a co-construit. En tout cas, il m'a expliqué à chaque fois ce qui se passait, ce qu'il mettait en place. Et voilà, cette douceur, cette empathie ont été rassurantes et consolatrices, en fait. Voilà. Donc, à partir de là, alors parallèlement, parce que justement, on est dans la santé intégrative et je m'aperçois que dès le départ, ça a été ensemble. Parallèlement, j'ai essayé d'avoir un rendez-vous avec un docteur Antidouleur. J'ai commencé aussi des séances d'orthophonie. Et c'est mon premier, après j'en ai un deuxième docteur Antidouleur, mon premier docteur Antidouleur à Saint-Louis, c'est lui en fait qui m'a parlé de l'hypnothérapie. Et c'est comme ça que j'ai connu Isabelle. Et c'est comme ça que les choses, elles se sont faites naturellement, hypnothérapie, auto-hypnose, voyage, stage, rencontre d'autres personnes. Et donc, j'ai réussi aussi, entre autres, pendant ce parcours, enfin en 2018, en août 2018, d'avoir une rééducation maxilofaciale. Donc ça a pris quand même 2 ans. Enfin voilà, les choses en fait elles se sont mises en place très naturellement. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui. Donc orthophonie, psychothérapie, kinésithérapie, traitement médicamenteux, chirurgie de cure de bride, injection de toxines botuliques, cure thermale. Tout ça en 6 ans quand même. Sont complétés, ou ont été complétés, ou sont venus compléter, je ne sais pas dans quel sens il faut prendre les choses, acupuncture, auriculothérapie, chiropraxie, ostéopathie, méditation, hypnothérapie, tout ça pas tout en même temps, mais donc tout ça pour mon parcours, et puis la deuxième partie de mon intervention, ça va être des réflexions sur ce parcours, justement. En fait, première réflexion très importante, c'est que ça m'a pris, comme vous l'avez vu, beaucoup de temps. Beaucoup de temps pour connaître les différentes thérapies, par les lectures, etc., les conseils thérapeutiques, conseils de pharmaciens aussi. Trouver les bons thérapeutes a demandé beaucoup de temps. En fait, j'ai réussi à me construire un réseau adapté à mes besoins. La chance de rencontrer des personnes qui m'ont aidé à créer ce réseau. Et voilà, la première chose que je voulais dire, c'est compliqué. Voilà, ça a été compliqué. Ensuite, allier médecine conventionnelle et complémentaire, donc voilà, ça s'est fait naturellement. Et ça m'a pris du temps, mais ça m'a permis d'être là aujourd'hui en fait. Voilà, ça m'a permis de me reconstruire, ça m'a permis d'atteindre un de mes objectifs, qui a été de reprendre mon activité professionnelle. Alors le mot qui me vient là tout de suite, c'est aussi, ça m'a permis d'être dans l'acceptation. Alors accepter, c'est pas subir. Et justement, je savais que ma reprise en tant que prof serait difficile, et elle s'est avérée difficile. Et tout ce travail en fait que j'avais fait, que je continue de faire jusqu'à présent, m'a permis d'accepter de fermer l'école. Voilà. Donc je ne suis plus professeure d'espagnol, mais je suis très consciente qu'en fermant une porte, d'autres vont s'ouvrir. Je suis là déjà. Et voilà, alors je voulais aussi dire que tout ça, j'ai eu la chance aussi d'avoir les moyens, parce que je ne sais pas si on va aborder ce thème, mais il faut avoir des moyens. Alors, parfois on me dit, mais c'est un choix. Oui, enfin, c'est un choix, il faut pouvoir faire ce choix. Donc je suis consciente aussi d'avoir eu les moyens de pouvoir compléter la médecine conventionnelle par d'autres pratiques. Alors,
minute. Alors, la minute finale, qui est déjà finir comme j'ai commencé, remercier tous ces thérapeutes de m'avoir conduite jusqu'ici. Et puis aussi, j'ai parlé de voyage tout à l'heure, de séjours d'études organisés par les FPPC et donc par Isabelle Célestin, 2 fois à 2 reprises en Inde, et j'étais à chaque fois la seule patiente. Il n'y avait que des soignants. Et en fait, ce qu'on retient, je pense, les uns et les autres, c'est qu'on chemine ensemble. Ça a été à la fois les 2 fois ont été des expériences très fortes qui se sont insérées dans mon parcours, qui m'ont dépassé même, à mon avis. Voilà, on est 2 faces, soignants et patients, 2 faces de la même pièce. Et voilà, je finirai donc là-dessus. Nous allons poursuivre avec le docteur Isabelle Nègre qui dirige le centre antidouleur de l'hôpital de Bicêtre. Mais je pense que ce témoignage il est essentiel parce qu'en fait tout ce qu'on va construire ensemble après part de ces constats et part du constat de ce que Marie tu as pu dire, la complexité, la structuration, la sécurisation par la recherche, par les certifications, mais aussi la force de la nation. Et puis la question économique, comment on peut organiser aussi pour que ce soit plus léger pour le patient. Et je voudrais dire que tu n'étais pas la seule patiente dans le voyage, tu étais notre experte en méditation. Merci Marie pour ce témoignage. De mon point de vue de médecin responsable de centre antidouleur, eh bien, on pourrait se demander pourquoi faire de la médecine intégrative. Quelles sont les bases, je dirais, de réflexion? Je dirais que les bases de la réflexion, c'est de tenir compte de quelque chose qui est totalement ignoré et méprisé lors de l'enseignement de la médecine, c'est les émotions. Or, évidemment, nous soignons des organes et en fait, on ne nous apprend jamais à gérer les émotions. Or, les émotions sont incarnées. Maintenant, on peut dire que les émotions nous permettent de penser, contrairement à peut-être ce que disait Descartes. Le cerveau a trouvé ça pour faire des plans d'action et nous permet, grâce à ces plans d'action, à adopter des solutions. Et donc, j'accélère parce que le temps est contraint, mais donc, du coup, l'esprit et le corps vont former un ensemble et le lion, c'est l'émotion. Et évidemment, vous comprenez bien que le soin sans émotion est impossible. Ça n'est plus du soin proprement dit. Il y a un truc incroyable, c'est que, à l'inverse, si le corps ne s'exprime pas, il se passe des choses extraordinaires. Quand on fait des injections de Botox, ici, est-ce que la souris fonctionne, entre les sourcils qui expriment les émotions négatives. Donc, on ne peut plus exprimer les émotions négatives. Eh bien, quand on fait lire à ces sujets, des textes avec des émotions négatives exprimées dans le texte, ils ne comprennent pas. D'accord? Et donc, en fait, vous voyez bien que dans le cadre de la douleur, qui est mon sujet, puisque je suis anesthésiste réanimateur, mais maintenant alcoologue depuis longtemps, eh bien, la douleur chronique, qui est un symptôme, entraîne plein de choses, l'isolement, la rumination, l'absentéisme, la souffrance, je dis souffrance, je dirais en termes psychologiques, la culpabilité, etc. Le patient s'inquiète pour la moindre douleur qui apparaît ailleurs, il perd son emploi, il a des problèmes financiers, la souffrance est exacerbée, dépression, etc. Donc vous comprenez bien que nous avons, il faut que les patients consultent le plus tôt possible parce que, et très souvent, on a des patients qui ont des souffrances depuis parfois plus de 10 ans et il va falloir reprendre à l'inverse
et remonter toute cette... Tu parles plus fort pour ceux qui sont en Zoom. Ah bon, merci. Et donc, tout ça se base sur des notions qu'on nous a cachées, je dirais. Parce qu'on nous a demandé, enfin on nous a appris qu'il y avait des cibles pour les médicaments. Et donc, il y avait un accord pharmacologique, mais qui finalement était pas tout à fait, je dirais, objectif. Et donc, déjà, l'affectivité, elle est première dans Simonet Laurent et Le Breton ont écrit un bouquin formidable qui reprend l'ensemble de leurs recherches. Dans le ressenti de la douleur, il y a toujours l'affectivité. Et en même temps, on ne va pas avoir mal sur un cerveau amnésique, c'est-à-dire on a une histoire, on a des comportements, et on est un individu dans un corps social. Et donc, il y a des influences de tout ça dans le ressenti de la douleur. Et en même temps, la pharmacologie a insisté sur des points pour des médicaments, mais en écartant certains effets. Par exemple, les morphiniques donnent une analgésie, d'accord, mais provoquent aussi une hyperalgésie. Ça, on ne nous l'a jamais dit. Et c'était très peu publié. Alors maintenant, ça revient un peu en France. On ne parle pas d'épigénétique. Et en même temps, nous avons été formés avec l'idée d'homéostasie. L'homéostasie, c'est l'équilibre des organes. Bon, donc, on est malade, il y a un déséquilibre. D'accord? On remet l'équilibre en tant que régulateur, et on revient à l'équilibre antérieur. Ils disent non, c'est fou. On ne peut pas revenir à l'équilibre antérieur. On crée un nouvel équilibre. Et c'est l'homéostasie qui intègre la notion de changement. Donc, vous voyez qu'il y a autant de douleurs que d'individus qui souffrent. Et je vais vous montrer un truc incroyable, c'est-à-dire qu'on nous a appris la démarche Joséphine. T'as mal à la jambe, je te soigne la jambe. Mais, quand on regarde, alors, il me faut absolument la souris là, voilà. Vous prenez un rat naïf et vous lui faites un stress. Le stress provoque l'analgésie, on le sait. Si vous êtes, par exemple, il y a eu un attentat à Nice, le pilote, le copilote tombe de l'avion, sort de l'avion de 15 mètres, se casse le fémur, court, avec le fémur cassé pendant une bonne centaine de mètres, puis après, évidemment, il s'écroule. Donc, le stress provoque l'analgésie. Vous prenez un rat naïf, vous le stressez pour fuir une analgésie. Mais si vous prenez un rat qui a eu un épisode douloureux antérieur dont il est parfaitement guéri, que vous lui faites le stress, ben, au contraire, il va avoir une hyperalgésie, c'est-à-dire une augmentation de la douleur. Et si vous prenez un rat qui a eu un épisode douloureux antérieur dont il est parfaitement guéri et qui a été traité avec des morphiniques, eh bien il a une hyperalgésie au lieu d'avoir une analgésie. Et si une autre expérience, vous prenez un rat naïf, vous lui faites de la morphine et vous provoquez la douleur, il aura une analgésie. Mais si vous prenez un rat qui a eu un épisode antérieur avec des opioïdes et que vous lui faites du fentanyl et provoquez la douleur, vous aurez une hyperalgésie. Et donc, l'histoire de la personne, de l'individu, va jouer dans le ressenti de la douleur. Autre expérience incroyable, vous prenez un rat naïf, vous lui faites une injection d'un produit irritant dans la patte et il va guérir en 3-4 jours. Et si vous le faites à un rat qui a eu un épisode de douloureux antérieur dont il est guéri, il va mettre 2 fois et demi plus de temps à guérir. Et si il a eu un épisode de stress avant, c'est 4 fois plus longtemps. Et puis, si vous le mettez avec un compagnon qui a une douleur neuromatique, ben, il va mettre 2 fois et demi de temps, plus de temps à guérir. Et si vous le mettez avec un compagnon stressé, encore plus de temps. Et donc, évidemment, on peut comprendre que si vous mettez de la morphine ou un traitement médicamenteux exclusif, ça ne va pas le faire dans le cadre de la douleur chronique. Alors, là, je vais passer rapidement, mais l'efficacité, c'est-à-dire, comme disait Marie, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de remplacer les méthodes non conventionnelles, les méthodes conventionnelles par les méthodes non conventionnelles. C'est au complément. Et il y a maintenant dans la littérature pas mal d'articles qui montrent que, évidemment, c'est positif.
Alors du coup, en tant que médecin, qu'est-ce qu'on fait? On affronte, ou bien au contraire, on relie. Bien sûr, vous avez compris quel est mon choix. Et je vais vous montrer deux cas cliniques, enfin un cas clinique, cette dame, qui est arrivée avec une antécédente fracture du poignet, et 6 mois, elle a fait des centaines de séances de kiné, elle a toujours mal, elle ne peut pas bouger le poignet, elle est très contrariée, elle a un poste élevé, elle est furieuse. Vous voyez qu'elle fait franchement la tête. Et donc voilà, donc qu'est-ce que je fais? J'ai fait quelques injections d'anesthésie locaux dans les muscles pour détendre. On établit une bonne relation de confiance. Vous voyez que ça n'est pas forcément facile de gagner la confiance de cette personne. Et on lui propose des séances de massage par un matelas de massage en dynamique profonde, accompagné par une infirmière du service qui lui fait une séance d'hypnose, de relaxation, de discussion. Et puis, à la deuxième séance, elle a une crise émotionnelle, elle se met à pleurer, elle pleure des litres. On accueille les émotions, on continue la séance de natte. Et voilà. La dame, regarde, elle dit oui, c'est pas. Et donc voilà un petit exemple. Et je voulais vous passer ici. Nous avons mis à la disposition des soignants lors de la première vague et tout le matériel sur les nous avons pour les patients. Ils risquaient de ne pas tenir. Nous avons proposé des pauses détente de 30 minutes et utilisé le matériel du service. On va passer, c'est-à-dire que on a mis, vous voyez, c'est pas forcément pour les patients, mais les infirmières qui étaient en grande souffrance. Tout le monde le sait lors de ce premier confinement. Donc on a utilisé tout ça pour les aider. Et donc c'est pour vous montrer tout ce qu'on propose aux patients. Et donc finalement c'est une nouvelle façon de penser. On n'est plus dans la causalité linéaire, mais au contraire dans quelque chose de la pensée complexe, mais complexe ça ne veut pas dire compliqué, c'est ce qui est ici ensemble, pour intégrer le maximum de choses dans un esprit de bienfaisance, d'autonomie, de dignité, et d'entrer au compte de la vulnérabilité de la personne et éviter de tronçonner. Vous savez, je vous ai mis le saucisson, puisque on va chez les gastro, c'est cardio, c'est ça, ce que disait Alain tout à l'heure. Et donc, je pense que l'avenir, c'est que la médecine sera intégrative, forcément, mais avec de la connaissance, en intégrant des nouvelles données, la réalité, l'expérience et la créativité. Et puis, je remercie Human First de nous avoir labellisé Centre de santé intégratif. Voilà, je vous remercie. Après cette belle expérience, vous voyez un travail depuis plus de 20 ans en santé intégrative. Isabelle n'a pas parlé de tous les combats à mener avec l'administration pour mettre en place les choses en place. Il faut des locomotives, des personnes qui vont vraiment développer et mettre en place cette pratique. Là, on va aller avec uniquement du côté de la structuration. On voit qu'il y a une tendance à organiser des structures pluriprofessionnelles, CPTS, maison de santé, pour organiser donc, la pluridisciplinarité, voire la transdisciplinarité. Et on va voir avec Eric l'expérience de sa CPTS. Monsieur, bonjour.
merci beaucoup Isabelle, merci Marie, merci Isabelle pour cette intervention très passionnante et intéressante. Alors aujourd'hui, moi j'ai fait un hors-sujet, parce qu'en fait le sujet c'était la santé intégrative en pratique clinique, et soyons honnêtes, je vais plutôt vous présenter la façon dont on essaie de travailler en interpro au sein de notre CPTS, on n'est pas encore 100% en santé intégrative, je ne vais pas vous mentir. Le CPTS c'est quoi? C'est d'abord une rencontre. Et nous, ça a été la rencontre d'acteurs que je tiens à citer ici, à remercier pour leur implication dans notre CPTS, parce que le CPTS c'est l'équipe. En haut à gauche, Emmanuel Leclerc, qui gère le centre et la santé, qui est un centre très intéressant de santé, un centre de santé ouvert à tous, mais toujours en pointe dans les notions de diagnostic, de dépistage et de prévention, et qui est toujours accompagné aussi d'une équipe qui s'appelait avant En avant la santé, qui s'appelle maintenant la Fondation de la santé, beaucoup d'ateliers pour les patients autour de sophrologie, cohérence cardiaque, gestion du stress ou alimentation. En bas à droite, Dany Marcadet, cardiologue au centre cœur et santé à Rue-Bernouilly, là aussi un cardiologue assez amusant parce qu'il pousse un peu les murs. Il a monté un article 51 de réintégration et de récupération cardiaque basé essentiellement sur le sport, le vivron, la sophrologie, la réflexologie. Donc on a un parcours assez intéressant. Notre serviteur, Eric Lignon, pharmacien homéopathique de l'Europe, on a la chance d'avoir un préparatoire avec une certaine expertise en homéopathie, en aromathérapie et phytothérapie. Et donc on pratique la personnalisation des soins, on fait plus de 300 préparations par jour. C'est une fierté, une joie pour nous tous les jours. Arthur Lamoroyon, médecin très impliqué, qui en plus a la force de caractère de pouvoir nous aider à travailler en psychiatrie, un domaine qui m'est cher et qui est très complexe. Donc voilà, on travaille très bien ensemble. Et puis tout en haut à gauche, malheureusement elle n'est pas là parce qu'elle devait venir, mais elle est au congrès des CPTS, Myriam Sarah Hassani, notre IPA coordinatrice, fer de lance de cette CPTS, que je vous remercie pour ce qu'elle fait tous les jours. Et donc cette équipe partage les mêmes visions basées sur prévention, dépistage, intervention non médicamenteuse et thérapie complémentaire. Quelques infos, en 30 août, on a 155 adhérents. Alors 155 adhérents pour une CPTS, c'est beaucoup. Pour une CPTS dans le 8e, c'est pas beaucoup. Parce que si vous écoutez la CNAM, elle se fait une joie de vous dire qu'il faut y aller. Vous avez 800 professionnels de santé médecins, allez-y. Sauf que ces 800 professionnels de santé, comme vous les appelez tous, et creusez bien si vous tirez ceux qui sont décédés, retraités, et qui font la chirurgie esthétique, il vous en reste à peine une centaine. Et là-dessus, quand vous avez 25 qui essaient de prendre les patients en tant que médecin traitant, vous êtes déjà très content. Donc c'est toujours intéressant, les chiffres de la CNAM pour les affiches. Bien évidemment, on a été assez mobilisé par la campagne vaccinale de Covid, mais on a pu réaliser plus de 80 000 vaccinations. Là aussi, chiffre intéressant, sachant que la population du 8e arrondissement est d'environ 37 000 habitants. Donc voilà, là aussi, une des problématiques des CPTS, c'est comment est-ce que je gère une population résidente dont je suis responsable, sachant que j'ai des flux de patients sur ma zone et donc des besoins de santé. Comment est-ce que je vais pouvoir demain y répondre si j'ai un budget qui n'est alloué que pour les patients résidents? Plus de 200 professionnels de santé ont été mobilisés, et bien évidemment, il faut remettre de l'ensemble des centres de santé de l'arrondissement, voire du domaine, de la ville. Et on a bien évidemment des logiciels de communication. Notre objectif, c'était quoi aujourd'hui? C'était de vous présenter rapidement les 3 parcours de soins qu'on a réussi et commencé à mettre en place cette année. Le premier, c'est un parcours cœur-diabète. C'est un vrai parcours pluridisciplinaire. Donc là, on utilise bien évidemment la force de moyens de notre IPA pour faire une première inclusion et évaluation des patients. Et donc, sur l'ensemble des patients qui nous sont réorientés par les différents professionnels de l'arrondissement souffrant d'un diabète, Myriam va faire une première évaluation, une première analyse, et en fonction des besoins de ces patients pour une bonne prise en charge de la stratégie de leur thérapie et un parcours santé efficace, et le patient va ensuite passer dans les différents bras, soit de diététicienne nutritionniste, soit de psychologue clinicienne, soit de kiné-coach, soit voire même en train d'organisation où Myriam emmènera certains patients sur le marché pour les aider à faire leur course, à savoir quoi acheter, comment gérer le quotidien. Ce genre de programme est assez intéressant. On l'a construit avec des super collaborations, le Centre Cœur et Santé, Paris Diabète pour l'éducation thérapeutique. Et en fait, on se heurte un peu à la difficulté, pour nous de communiquer, d'avoir des inclusions suffisantes. On a finalement réussi à inclure malheureusement une dizaine de patients, on est un peu déçus. Certains patients ne vont pas jusqu'au bout. Donc voilà, le message, c'est ça aussi qu'on essaie de faire passer, c'est que ces BTS doivent exister. Pour exister, il faut des professionnels, mais il faut aussi des relais. Donc on essaie de communiquer pour avoir des relais à ce niveau-là. On a un parcours périnatalité qui était important, déjà grâce à 2 sages-femmes de l'arrondissement hyper impliqués, mais aussi parce que la PMI du 8e arrondissement a fermé ses portes il y a 4 ans. Et on sentait qu'il y avait une vraie difficulté pour l'accès aux soins complexes et que les indicateurs n'étaient pas top. Donc notre objectif est assez simple, surtout l'objectif des 2 sages-femmes qui font tout, donc je ne fais rien. C'est de faire un programme de santé auprès des professionnels de santé sur les 1000 premiers jours, de façon
façon à créer un réseau complet. Et ensuite, à partir du mois de janvier, auront lieu plusieurs soirées de formation interprofessionnelle autour de ces 1000 premiers jours, avec une vraie communication au niveau du mois de mars. Actuellement, un peu plus fort, pardon. Enfin, le troisième parcours est un parcours sur la santé mentale et cardiovasculaire. Là, c'est un parcours qui est évidemment poussé par Arthur. L'idée, c'est de se rendre compte que les patients qui souffrent de pathologies psychiatriques ont très souvent une fragilité au niveau cardiovasculaire. Et donc, il était intéressant et important de faire un dépistage complet de ces patients. Pour ce faire, évidemment, on peut bénéficier de l'expertise du centre et la santé. Et l'idée, c'était de faire des petites séries où le centre se mettait à disposition des patients, soit des CLP, soit des GHU, pour que ces patients puissent venir faire un check-up vraiment complet. Là aussi, un petit peu de difficulté. Finalement, alors qu'on avait prévu de faire 4 séries de 5 à 6 patients, seuls 2 ont pu être réalisés. La difficulté, c'est pour les GHU et les CLP de libérer un accompagnateur pour ces patients, car certains de ces patients ne sont pas toujours en capacité de venir seuls au centre. Et donc là, on est en train de mettre en place maintenant l'accompagnement, si c'est accepté par ces centres GHU et CLP, par nos différents internes, de façon à avoir une prise en charge efficace. Parfois, là aussi, je vais avec des résultats assez intéressants pour les patients que nous avons pu diagnostiquer. Le message qu'on essaie de faire passer, c'est que l'ensemble des professionnels s'impliquent, mettent en place leur propre parcours santé. On a une chance folle, on a Myriam qui a plein d'énergie, on a un petit peu de budget et on arrive aussi à aller chercher les sponsors quand on en a besoin. Donc on a besoin que les professionnels sont là et on mette en place des programmes de santé efficaces autour des patients. Ce message, je le répète un petit peu pour le visuel, par exemple, peu d'implication des dentistes ou des kinés, on n'arrive pas à faire trouver du temps libre, mais on ne les laisse pas. Enfin, le fait de travailler en interpro, ça nous a permis très rapidement, alors que le texte est sorti, je crois, le 18 juillet, de dès le 23 juillet, mettre en place les protocoles de coopération de soins non programmés. Là aussi, les pharmaciens ont encore plus répondu présents que les kinés. Mais ça nous a déjà permis, et si j'actualise un peu les chiffres avec ce que j'avais à dire, on a déjà plus de 50 patients pris en charge, ce qui a permis de décharger ainsi les médecins de consultation sur lesquels on pouvait avoir une action, je pense, assez rapide et efficace. Et on s'est rendu compte que dans plus d'un quart des cas, une psychothérapie était nécessaire. Et enfin, parce que le CPTS doit aussi vivre avec et pour les patients, on organise un santé game le 15 octobre. Tout le monde est évidemment bienvenu. L'idée, c'est de faire une visite de l'arrondissement avec une historienne là. Une visite, c'est obligé, on la fait marcher, se dépenser pour découvrir le quartier, avec quelques explications sur les différents points artistiques, géographiques, spécifiques du 8e arrondissement autour de la santé, le tout accompagné de quiz santé, de programmes de dépistage et ensuite d'un apéro à la maison des associations. Donc l'idée pour l'instant c'est vraiment ça, c'est de travailler sur de l'interprofessionnalisation autour des patients avec des parcours structurés. Après bien évidemment, notre objectif c'est d'aller plus loin. Notre pharmacie est en train de développer au sein d'une association qui s'appelle CIFAR sur la santé intégrative des pharmaciens, un label qui soit spécifique Health autour de la pharmacie parce qu'on sait qu'on peut être un bon relais pour l'ensemble des professionnels de santé impliqués en santé intégrative. Et voilà, écoutez, merci de m'avoir écouté. Bonne journée. Pour terminer cette table ronde, on voit que ce topo est complètement dans le sujet, la structuration des parcours de soins et plus large en santé intégrative, la structuration des parcours de santé. Et que le pharmacien fait complètement partie, c'est le premier interlocuteur très souvent du patient. Et effectivement, cette structuration existe au sein des CPTS, mais aussi au sein des corps de métier. Tu viens de citer CIFAR, qui est justement une association qui va structurer et qui permet d'identifier les pharmaciens qui rentrent complètement dans cette dynamique et cette approche de santé intégrative. Alors on va donner le mot de la fin à Marie qui voulait juste rappeler quelque chose et dire quelque chose, et je pense que c'est vraiment le bon mot de la fin de cette première table ronde qui permet de poser la réflexion et les bases des questions sur lesquelles on va pouvoir travailler. J'ai simplement oublié j'avais préparé une phrase que j'ai peaufinée en fonction de tout ce que j'ai entendu, et c'est vrai que tout ce parcours en santé intégrative n'a pas fait disparaître ce qui est, les conséquences de la pédicocectomie qui m'a sauvé la vie,
Le handicap, les douleurs sont toujours là, c'est mon positionnement par rapport à ce qui est qui a changé. Ça me semblait important.